de ne condamner Barbie ou de ne l'absoudre que pour les faits qu'on lui reproche réellement, et non pas pour l'entourage médiatique qu'on lui fait. Vous êtes des hommes et des femmes de France. Vous n'êtes pas comme aux États-Unis quand vous êtes jurés enfermés dans une salle, n'ayant pas la possibilité de sortir pendant toute la durée du procès pour que les journaux, ni les télévisions, ni les radios ne vous influencent, parce qu'on considère que vous êtes assez grands, assez adultes pour écouter la radio, pour regarder la télévision sans vous faire influencer. Et pourtant, on a l'impression qu'on peut vous influencer. Je disais, il y a quelques mois à Paris, à un homme que j'ai connu pendant la guerre d'Algérie où nous luttions côte à côte, M. Claude Lanzmann. Je disais à Claude que j'avais vu son film et que c'était un beau film et que je pensais en effet que la mémoire est une œuvre de création, de témoignage, et que la mémoire, sauf pour les infirmes, n'a pas besoin de la drogue d'un procès. Quand on a besoin de la drogue d'un procès, c'est qu'on a une mémoire défaillante. Je disais cela à Claude Lanzmann, et je lui disais à quel point je regrettais que son film ne fût pas diffusé. Eh bien, son film, vous le savez, est diffusé. Et par miracle, pendant les 4 jours de ma plaidoirie. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on se moque de vous, qu'on se moque de moi, qu'on se moque de nous tous, qu'on se moque de la France pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France? Je vous ai fait remettre ce matin les petites brochures diffusées par mes adversaires, mes chers confrères, au sujet des enfants d'Isieux. Je voudrais que vous puissiez vous y reporter à nouveau. Si vous vous reportez à la page 12, vous comprendrez de quoi je parle. Vous avez une photo de groupe de l'armée allemande et une flèche vous désigne au milieu de ce groupe un jeune homme à l'air avantageux, les jambes écartées et les mains croisées sur le bas-ventre. Et en plus, il sourit. Et au clair-obscur de beaucoup de témoignages, Barbie apparaît en effet comme un petit homme vert, l'uniforme de la Wehrmacht, aux grandes oreilles. Dans le sillage de cette photo, les premiers témoins le dépeignent ainsi, et ainsi expliquent par là comment, après 40 ans, ils savent le reconnaître. Vous voyez, ce monsieur, les mains croisées, avec ses grandes oreilles et son sourire. Cette photo dont je ne sais si elle vient, elle aussi, du CDJC, c'est-à-dire du Centre de documentation juive contemporaine, a été versée au débat par M. Klarsfeld. L'ennui, c'est que si vous examinez cette photo, même sans être un expert aussi éminent que M. Klarsfeld ou que messieurs les procureurs de Francfort, chacun s'aperçoit que ce jeune militaire, aussi remarquables oreilles, n'appartient pas à la SS, mais à la Wehrmacht. La place des aigles sur son uniforme. Vous avez un aigle sur le côté droit de sa vareuse. Les SS ne portaient pas l'aigle sur la poitrine. La forme de la boucle de son ceinturon. La boucle est rectangulaire. C'est la boucle traditionnelle des ceinturons dans l'armée allemande. Et si nous pouvions regarder avec une loupe, on verrait inscrit sur cette boucle la devise de l'armée allemande, Gott mit uns, Dieu avec nous. Alors que la forme de la boucle du ceinturon des SS est un cercle, est un rond, avec au milieu la devise des SS, mon honneur, c'est ma fidélité.
Deuxièmement, si vous regardez cet homme, et point n'est besoin d'être comme feu le baron Benoît Méchain, un spécialiste de l'armée allemande, pour distinguer sur une photo les chevrons d'un sous-off des galons d'un officier. Et cette photo qu'on vous a remise, qui est dans le dossier, prétend confondre l'accusé, alors qu'elle vous présente un autre. Il faut une confiance religieuse pour ne pas trembler devant cette imposture éclatante. Nous l'avons fait remarquer, on ne nous a pas cru. Ne jouissant pas auprès des organismes officiels de la République fédérale allemande des prérogatives des partis civils, nous avons fait publier la photo dans un journal allemand et demandé aux survivants, s'ils s'en trouvaient, de se faire connaître. Ils se sont fait connaître. Nous connaissons le nom de ce jeune homme. Il n'a rien de commun avec l'Obersturmführer Barbie. Et il suffit de le regarder, ça n'a rien de commun. Mais, me direz-vous, ce n'est pas parce qu'un soldat aux oreilles anormales n'est pas Barbie que Barbie n'aurait pas des oreilles anormales. Certes. Nous avons donc demandé à monsieur le juge d'instruction de faire examiner les oreilles de l'accusé par des anatomistes. Le rapport est au dossier. Il constate ce que vous pouvez tous constater, vous avez tous constaté que les oreilles de monsieur Barbie sont banales. Comme est banale la mise sous influence des témoins dans cette affaire. Quant aux premiers témoins auriculaires, il leur restera à adapter péniblement leur témoignage à la réalité. Madame von Steinberg, à l'instruction, affirmait reconnaître Barbie à une anomalie de son oreille gauche. Elle a prétendu à l'audience qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie, mais seulement d'une particularité. Un renflement anormal de l'antellix. C'est ainsi qu'on reconnaît un homme. Monsieur Mario Blardone, dont personne ne discute les qualités et les mérites de résistant, arrêté par la Feldgendarmerie, dénoncé par un membre de son réseau, entendu le 20 juin, écoutez, entendu le 20 juin 1980 par le colonel Laforgue. Il affirme avoir vu le chien de Barbie mordre des prisonniers, je cite, et même les seins. Réentendu 3 ans plus tard, le 26 avril 1983, par le maréchal des logis Cuchet. Ses souvenirs deviennent plus précis, si je puis dire. J'ai même vu, déclare-t-il, une séance où le chien policier abusait d'une prisonnière, ce qui semblait amuser beaucoup les SS présents et Barbie lui-même. Ce propos, il l'a répété à l'audience. Ce propos a été répété dans tous les journaux, dans tous les médias. Ce propos vous a ému. Mais aujourd'hui, il est temps, l'émotion passée, d'y réfléchir. La torture est liée dans l'imaginaire, même d'honnêtes gens, à la sexualité. Encore ne faut-il pas, quand on laisse libre cours à son imagination, essayer en même temps d'être crédible. Je ne voudrais pas m'étendre plus qu'il ne m'est nécessaire sur cette scène, par respect pour vous. Mais nous savons tous, mesdames, messieurs, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons tous que la perversion est étrangère aux animaux et que pour les amener à avoir des rapports contre nature avec des êtres humains, à plus forte raison avec des femmes, vous comprenez pourquoi. Un homme peut violer une chèvre, il ne lui demande pas son avis, mais pour un chien puisse violer une femme, il faut encore que la femme l'y incite, au moins par une posture indécente. Monsieur Blardone, que vous avez entendu et que je n'ai pas interrompu, n'a pas osé aller jusque-là. Mais cela est impossible. Réfléchissez. Une femme étendue, évanouie, un chien ne peut pas la posséder. Un chien ne peut posséder qu'une chienne assise à 4 pattes. Et si la femme, dans un spectacle obscène, dans un porno shop, prend cette position,
C'est elle qui incite le chien. Mais ne dites pas qu'un chien a violé une prisonnière étendue par terre. Monsieur Blardone, d'ailleurs, n'a pas osé aller jusqu'à prétendre que la femme avait pris cette position. Laissons-le donc à ses obsessions. Même si à l'audience, le récit des mauvais traitements subis et de la peu de déportation pouvait lui apporter par surprise une certaine crédibilité. Ce n'est pas d'eux, ni même un chien, que Madame Lagrange verra, elle, dans le bureau de Barbie, mais elle verra l'animal diabolique par excellence. Elle verra un chat, que les cris, les pleurs, les coups, apparemment, laissent de marbre. Un film hollywoodien diffusé sur Antenne 2 nous a donné de cette scène dans le bureau de Barbie, transformée en boudoir, une illustration particulière. Il est vrai que Madame Lagrange, s'il faut en croire une interview qu'elle a donnée au Dauphiné Libéré le 16 novembre 1986 et qui n'a jamais été démentie par elle, m'aurait vu, je vous le cite, lors d'une confrontation avec Barbie, en présence du juge Riss et de ses avocats à elle m'aurait vu rouler un cigare sur ma cuisse comme Carmen. Je cite... Silence, madame, je vous en prie. Je cite... Non. Maître Vergès, l'avocat de Barbie, a souvent essayé de me désarçonner en roulant tranquillement son cigare sur sa cuisse, puis en m'envoyant la fumée dans le visage. Technique dont on aperçoit difficilement l'intérêt pour la recherche policière. Monsieur Badinter et Klarsfeld, dans un premier temps, excluez les résistants de l'humanité. Monsieur le procureur général vous a rappelé ce genre de débat. Du coup, les partis civils niaient leur qualité de résistants, qu'elles revendiquaient un an plus tôt. Madame Lagrange, par exemple, déclarait « J'avais déclaré que nous avions été dénoncés en tant que résistants et que juifs. En fait, c'est bien en qualité de juifs que nous avons été arrêtés. Donc, elle est dénoncée en tant que résistant et que juif, et c'est en qualité de juif qu'elle prétend être arrêtée. J'avais distribué des tracts anti-nazis. L'on dira que c'est un acte de résistance, mais modeste. Elle dira, comme presque tous les enfants le faisaient. Elle dira, mon père ne faisait pas partie d'un réseau de résistants, mais il distribuait des tracts anti-nazis, comme beaucoup de gens. Comment voulez-vous que nous puissions prendre au sérieux des témoignages qui varient de cette manière, même s'ils rappellent une souffrance réelle, même s'ils rappellent une résistance vécue, alors que leurs variations tendent simplement à accuser Barbie, à le faire condamner parce qu'il incarne tout ce que l'on reproche à l'Allemagne. Mais ici, nous ne sommes pas pour condamner l'Allemagne, nous sommes pour juger un homme. En définitive, est-ce que vous croyez qu'on peut reprocher à Barbie ce qu'il a fait en tant qu'officier de renseignement contre la résistance? Mais enfin, si à l'époque il avait été au bout de mon fusil, je l'aurais tué. Mais si j'avais été au bout du sien, j'aurais admis de la même manière qu'il est tiré. C'était la guerre. Nous n'étions pas là l'un en face de l'autre pour nous faire des mamours. Nous étions là en face de l'autre pour nous tuer. C'était ce qui donnait à notre combat sa noblesse. Et aujourd'hui, on a l'air de reprocher à Barbie de n'avoir pas rejoint la résistance. Mais enfin, c'est absurde. Monsieur le Président, voici donc sur le dernier chef. Je pense que mes adversaires avaient quelque chose à dire. Peut-être est-ce le moment pour eux. Monsieur le Président, les partis civils voudraient savoir si mon confrère Vergès a terminé sa plaidoirie. Je n'ai sûrement pas terminé puisque je vous répondrai. Je pense qu'il faut faire une différence entre la réponse et la réplique et la plaidoirie. Nous désirons vous avoir entendu entièrement avant d'exercer éventuellement notre droit de réplique. Mais quand j'aurai répondu à votre droit de réplique, vous me répondrez encore. Alors, je dois vous dire... Encore une fois, il y a une différence, Monsieur le Président, entre l'achèvement d'une plaidoirie construite, au moins je l'espère,
et une simple réplique à une réplique, ce qu'on appelle techniquement la duplique. Oui, oui. Au tribunal de commerce, oui. 346, si, je crois que les parties civiles ont le droit pour elles. Maître Vergès, la réplique est prévue à la fin de votre plaidoirie. Donc je vous demande de terminer votre plaidoirie. Ils y répliqueront s'ils veulent répliquer. Et ensuite, vous aurez J'ai le droit aussi, la parole en dernier. Mesdames, Messieurs les jurés, de vous dire avec tout le respect que j'ai pour mes confrères que c'est là une démarche insolite et discourtoise. Je les ai écoutés, je ne les ai jamais interrompus, même quand leur discours m'ennuyait. Je demande le silence, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais ils sont responsables des arguments qu'ils utilisent. J'entendais terminer cette plaidoirie devant vous parce que l'usage devant les cours d'assises est ainsi. Au cours de ma plaidoirie, je n'ai pas fait état, comme certaines parties civiles, de documents qui n'avaient pas été communiqués. Et cependant, elle veut vous imposer, à la fin de ma plaidoirie, encore leur interruption. Que faire? Il ne me reste plus qu'à subir. Eh bien, subissons ensemble et faisons comme si nous étions au tribunal de commerce. Ainsi, maître, c'est vous qui me défendez aujourd'hui. Comme c'est étrange, me disait un jour au quartier Saint-Joseph Klaus Altmann. C'est, lui répondis-je, Klaus Barbie, que le monde est changeant et plein de contradictions, mais qu'il a sa logique. En théorie, des agents du gouvernement français ont organisé le rapt de mon client pour le punir. À y regarder de près, je me demande s'il ne s'agit pas de bien autre chose. Et d'abord, mesdames, messieurs les jurés, de rouvrir contre la France l'interminable, l'obsédant procès, qu'en toute mauvaise conscience, la France ne cesse de se faire à elle-même depuis la défaite de 1940 et les suites de sa capitulation. Nulle part au monde cette période n'entretient encore, comme ici, ces controverses passionnées, je dirais même cette espèce d'obsession maladive, sujet scabreux s'il en est. Sans elle, nous savons bien que nous ne serions pas ici face à face. Puisque mes adversaires prétendent vouloir la justice, examinons donc si le traumatisme de 1940 permet de la rendre et seulement de s'en approcher. Car enfin, pour que le jeune Barbie arrivât à Lyon avec la Wehrmacht, il a bien fallu qu'avec le général Gamelin, Édouard Daladier, Paul Reynaud et quelques autres à leur tête, des millions de fuyards l'y laissent arriver, avant que de choisir ou de subir, hormis les poignées de résistants de la première heure, la paix douteuse de la collaboration. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, situer la cause première de ces audiences à l'effondrement national de 1940 ne se peut surprendre personne. Ma plaidoirie, cependant, s'éloignerait de l'essentiel des débats si elle se bornait à rappeler cette évidence, sans établir comment l'accusation et les parties civiles en usent, sans le dire, pour vous solidariser à votre insu d'une entreprise elle aussi vieille d'un demi-siècle, mais toujours fringante dans sa néfaste et terrible efficacité. Là, Barbie n'est plus en cause, dans la mesure même où il le serait par ailleurs. Les Français, nous le savons tous, gardent une immense honte du désastre de 1940 et de ses suites. Ce procès s'efforce à sa façon d'en apaiser les troubles par transfert de responsabilité et de châtiment sur Barbie, promis au rôle de victime expiatoire. Cette longue et, je le crois, nécessaire plaidoirie était pour vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, et à travers vous au peuple français, au nom de l'humanité, au nom de la loi, au nom du droit, au nom de la France, enfin qui n'a que trop souffert de ses faiblesses, trop tardé sur ses remords, bref, trop douté de sa grandeur et de sa vérité. Acquittez sans plus tarder Klaus Barbie,
victime expiatrice par trop commode d'un bataillon de la vengeance qui n'est pas l'armée des victimes innombrables et fraternelles. La pauvre, l'immense armée sans visage et sans nom, et qui recrute toujours, encore et aujourd'hui, et toujours et sans relâche. Si la France, si l'humanité attend quelque chose de vous, c'est un acte de courage et de raison, un acte de vérité. Certainement pas un geste de convenance. La France alors s'en trouverait grandie. Répondez non à toutes les questions qui vous seront posées. Maître Vergès, la Cour vous remercie. Monsieur le bâtonnier, la réplique va durer à combien de temps? Quelques minutes, Monsieur le Président. Bien, alors attendez, l'audience est suspendue 20 minutes. Je vais prendre la parole tout de suite, si vous le souhaitez. Non, parce que voyez-vous, il y a la lecture des questions. Je crois Monsieur le Président, je pense que tout le monde sera d'accord pour que je prenne la parole tout de suite. Je me permets d'insister. Bien. Alors, l'audience continue. Je vous en prie. Non, Voulez-vous reprendre vos places, s'il vous plaît? Oui, silence, s'il vous plaît. Oui. Alors, maître... Monsieur Bâtonnier. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, messieurs et mesdames, messieurs les jurés, parlant au nom des parties civiles, je n'userai pas d'enflure du vocabulaire. Le Code de procédure pénale permet aux parties civiles de répliquer. En fait, ce droit n'est exercé que dans des circonstances exceptionnelles. Nous estimons que ces circonstances ne sont pas réunies aujourd'hui. Et mon confrère Zaoui m'a autorisé à le dire, lui qui s'était réservé le droit de répliquer il y a 2 jours. Depuis 3 jours, la défense a pu s'exprimer librement. Ce que nous avons entendu est la démonstration, d'abord, que la défense est libre. D'autre part, que ce procès si critiqué par elle est un procès équitable au sens international du mot et qu'il fait l'honneur de la France. La défense a choisi et développé ses arguments. Certains nous ont été insupportables. Nous les avons supportés. Ce fut notre dernière contribution à ce procès équitable. Les propos tenus trouvent leur réponse dans leur caractère excessif même. Tout ce qui est excessif devient dérisoire. Nous n'acceptons pas ces arguments, mais nous laissons le soin au dossier qui est devant vous, aux témoins que vous avez entendus, à nos plaidoiries dont nous sommes sûrs que vous avez le souvenir, au réquisitoire de Monsieur le procureur général, pour vous apporter les éléments pour répondre en pleine liberté, en juré libre que vous êtes à la face de la France, à la face du monde, la réponse aux questions qui vous seront lues tout à l'heure. Je vous donne la parole, maître Vergès. Président, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs les jurés, je serai bref. Je m'attendais d'abord à ce qu'il n'y ait pas d'intervention, puisque la décision avait été prise de ne pas intervenir. Et pour expliquer qu'on n'intervenait pas, on est intervenu. D'habitude, dans une réplique, on relève une erreur dans la plaidoirie de la défense. Je constate qu'ici, on n'a relevé aucune erreur. Je pensais qu'on allait vous dire qu'il était normal dans les télex de l'armée allemande de dater de 1943 la signature d'un télex qui arrivait le lendemain en 1944. Sur le télex d'Isieux, j'attendais une explication, elle n'est pas venue. Par contre, vous avez eu, comme si vous étiez des enfants, une mise en garde de Monsieur le bâtonnier. Il faut que vous sachiez que nous sommes des avocats ici, que le bâtonnier est le premier d'entre nous, mais qu'il est un avocat comme les autres et qu'il n'a aucune autorité particulière à vous admonester ou à nous admonester.
Nous sommes ici sur le même plan, et c'est pour cela que lui répondant, je vous dis, ne l'écoutez pas. Il ne vous a apporté aucun argument d'autorité. Et ceci prouve à quel point, de ce côté-ci, les partis civils n'ont aucun argument à vous opposer aux arguments que moi, j'ai développés depuis 2 jours. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé.